When you're a forward thinker, you don't just bring your A game, you bring your AI game. Workday is the AI platform that transforms the way you manage your people, money, and agents, so you can transform tomorrow. Workday, moving business forever forward. It's that time of year again, back to school season, and Instacart knows that the only thing harder than getting back into the swing of things is getting all the back-to-school supplies, snacks, and essentials you need. So here's your reminder to make your life a little easier this season. Shop favorites from Staples, Best Buy, and Costco, all delivered through Instacart, so that you can get some time back and do whatever it is that you need to get your life back on track. Instacart, we're here. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Touchdown Actu. On continue les pastilles de preview, un jour, une équipe, jusqu'au début de cette saison régulière qui est le 5 septembre, si je ne me trompe pas, saison régulière 2025 de NFL. Et jusqu'à ce début, on vous décortique une équipe par jour. Et comme depuis 4 jours, je suis toujours avec Raphaël Masmejean. Comment ça va, Raph? Salut Lucas, on va peut-être rassurer les auditeurs, on se quitte dans un temps quand même, hein. Ça fait pas 4 jours qu'on vit constamment ensemble. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'entre-temps, voilà, chaque jour, on vient, on fait 20 minutes. Salut, ça va? Ouais, ok, on parle des Cardinals. Aujourd'hui, on parlera des Cardinals. Et puis, dans 20 minutes, on se requitte et on se retrouvera demain. Non, on va être ensemble une petite heure ensemble, mais vous aurez pendant 4 jours, voilà, les 4 équipes dont on va parler. Et aujourd'hui, je l'ai dit, on va parler des Cardinals, une équipe qui a terminé la saison dernière à 8 victoires pour 9 défaites. Troisième de la NFC West qui n'a pas fait les playoffs. On va aborder, je pense, cette année une année charnière pour les Cardinals parce que c'est déjà la troisième saison de Jonathan Gannon qui est à la tête des Cardinals donc depuis 2 saisons. Ça va être la troisième. Il y a eu une vraie progression entre la saison 1 et la saison 2 parce que la saison 1 c'était 4 victoires, 13 défaites. Saison 2, 8 victoires, 9 défaites. Donc déjà ils ont doublé leur total de victoires. L'an passé ils étaient quasiment à l'équilibre. Et cette saison désormais ils vont devoir à minima passer au-dessus des 50%, voire se battre pour les playoffs, pour continuer justement de valider cette progression, continuer d'aller vers la bonne direction avec Jonathan Gannon. Et justement, on a l'impression, Raph, que les Cardinals se sont donné les moyens de progresser parce que justement, ils ont dépensé pas mal d'argent sur le marché des transferts, notamment en défense. Ils ont signé Josh Sweat, qui était l'un des plus gros agents libres, si ce n'est l'agent libre le plus gros, hein. Ils ont donné un gros contrat. Ils ont signé Dalvin Tomlinson aussi. Ils ont fait revenir Kyle Campbell. Ils ont signé Hakeem Davis-Gaither, le linebacker. On a pas mal drafté en défense aussi, pas moins de 6 joueurs qui ont été draftés en défense. Forcé de constater, Raph, qu'on a identifié des faiblesses chez les Cardinals et on a décidé de donner les armes à Gannon pour renforcer cette défense. On rappelle Gannon qui est un coach défensif, hein, c'était le coordinateur défensif des Eagles au moment de leur Super Bowl perdu. Là, on lui a donné des armes, que ce soit avec la free agency ou avec la draft. Oui, c'est ça, on lui a donné des armes. C'est vrai que la première année où il est arrivé, finalement, les Cardinals avaient été assez timides sur la free agency et c'était plus une année de revue d'effectifs, on va dire, générale pour Gannon. L'an dernier, on a plutôt misé sur l'attaque, on pense à la draft de Marvin Johnson, etc. Et cette fois, année 3, comme tu l'as dit, charnière à plus d'un titre, on y reviendra. On décide de d'armer Gannon enfin, de lui donner plus de munitions pour sa défense, parce que c'est vrai que cette défense, c'est un de ses points faibles, j'anticipe un peu, mais elle manquait en tout cas au début de l'intersaison de talent sur le papier. Et c'est vrai qu'on a essayé de combler ça cette intersaison de manière plutôt intéressante, je trouve. Donc oui, on a donné les armes à Gannon en tout cas. Et j'ai parlé des joueurs qui arrivent, il y a des joueurs qui sont partis aussi. Kezir White, le linebacker, il y a Roy Lopez qui est parti, Zach Pascal du côté de l'attaque qui est parti aussi, quelques départs, mais voilà, surtout beaucoup d'arrivées, beaucoup de drafts. Et justement, cette défense, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, vous le savez, hein, on parle des points faibles, on parle des points forts de chaque équipe, on parle d'un facteur X aussi, on va donner notre pronostic. Si vous écoutez que cette pastille, voilà comment elle va se construire, mais c'est ainsi qu'on les construit toutes chaque jour. Et cette défense, est-ce qu'elle t'inspire confiance, justement, désormais, avec ces ajouts, avec ces drafts, forcément, qui vont devoir s'intégrer dans le système Jonathan Gannon? M'inspire confiance, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, sur le papier, je vois clairement du progrès, une nette amélioration, que ce soit sur la ligne défensive, notamment sur la ligne défensive même, et aussi un peu dans le backfield, donc l'arrière-garde, cornerback, safety. Je trouve qu'il y a les armes. Je sais pas s'ils vont réussir, si Gannon va réussir à matérialiser ça,
Mais oui, oui, je trouve ça intéressant. Moi, j'aime beaucoup les ajouts sur la ligne défensive, Calais Campbell et Dalvin Tomlinson, qui sont vraiment des vétérans. Alors, Campbell, encore plus un vétéran que les autres, mais qui sont quand même des joueurs solides de NFL, voire très bons dans le cas de Calais Campbell, qui peuvent apporter, enfin, qui vont apporter quelque chose. Josh Sweat, tu l'as dit, on en attend beaucoup pour le pass rush. Et la draft de Will Johnson au poste de cornerback, qui a l'air d'être une petite pépite. Écoute, c'est quand même une défense qui peut prendre une autre ampleur cette année, donc confiance presque, j'ai envie de dire. Si on rentre un petit peu plus en profondeur dans cette défense et on prend presque rideau par rideau, ligne par ligne, tu as commencé à en parler, mais où est-ce qu'on classe ces lignes-là? Tu parlais de la ligne défensive, c'était clairement l'an dernier le gros point faible Hmm, de cette équipe-là ouais. qui avait beaucoup de mal à générer du pass rush sans blitzer. Si les Cardinals ne blitzaient pas, c'était quasiment impossible de générer de la pression sur le quarterback adverse. Là, on l'a dit, il y a beaucoup d'arrivées. Est-ce que ça suffit ces arrivées-là? Et on parle aussi de la draft de Walter Nolan. Est-ce que ça suffit pour les passer en point fort ou ça reste un point faible pour toi? Alors pour moi, c'est plus un point faible. Je pense que les joueurs qui sont arrivés et déjà, je trouve qu'en milieu fin de saison l'an dernier, c'était un peu mieux avec le quand ils avaient échangé pour Baron Browning, l'outside linebacker. Il y avait déjà un poil plus qui venait de Denver. Il y avait déjà un poil plus de pression. Euh, je Pour moi, c'est plus un point faible. Avec ces joueurs-là, ils vont avoir un niveau supérieur à ce qu'il y avait l'an dernier. Par contre, je peux pas encore les mettre en point fort parce qu'on n'a pas vu ces mecs-là jouer ensemble. Et cette dynamique-là, dans cet effectif-là, avec ces schémas-là, on les a pas encore vus. Donc j'aurais tendance à presque aller glisser en factor X, du coup, cette ligne défensive. Parce que si la ligne défensive progresse, ça va faciliter la vie de toute la défense, hein. C'est un peu tarte à la crème, mais une très bonne ligne défensive aide grandement la défense. Donc ni point fort, ni point faible, plutôt facteur X, ouais. J'allais dire, ça a une belle tête de Factor X, cette ligne, Ouais. parce que c'est pas vraiment un point faible, mais pas encore un point fort. Et c'est vrai que, quoi qu'il arrive, je pense que c'est peut-être les squads qui va le plus progresser, parce Hmm. que ça partait de très loin l'an dernier, et parce qu'on a décidé de mettre en place des choses en draftant, en recrutant. Alors tout ne va peut-être pas fonctionner. Un Josh Sweat ne va peut-être pas être aussi fort qu'aux Eagles, encore que Tomlinson, est-ce qu'il ça va cliquer? Est-ce que Calais Campbell est trop vieux ou pas? Ou alors qu'il revient aux Cardinals, là où il a déjà performé. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font que ça peut devenir un Factor X. Mais c'est vrai que moi, je les avais mis encore dans point faible, dans le sens où c'est vrai qu'on ne les a pas encore vus et Hmm. fonctionner ensemble, même si j'ai plutôt confiance en Gannon. Et si on recule encore un petit peu et on prend le front seven et surtout les linebackers, pour moi, là, il y a un vrai point faible. Ouais. Je vois faire Hmm. la moue parce que je l'ai dit, Kazir White, qui était entre guillemets l'un des capitaines de cette défense, si ce n'est le capitaine, on sait qu'il y a Buda Baker derrière, mais le linebacker est toujours très important. Il est parti. C'est Mac Wilson Jr. Qui va être en place. Et là encore, je te vois faire la moue et on comprend que c'est pas Hmm. forcément un joueur qu'on a envie comme capitaine d'une équipe d'une défense. Il va être certainement associé à Hakim Davis-Gaither, j'en ai parlé, qui est arrivé des Bengals, qui n'était pas vraiment un titulaire à Cincinnati. Donc c'est vrai que là, ça inspire peu confiance. Là, je pense qu'on est sur clairement un point faible. Ouais, je pense. Alors, c'est peut-être même le plus gros point faible de cette équipe. Je pense que c'est sur le papier, en tout cas, c'est peut-être, oui, une des pires 5 escouades d'inside linebacker, de linebacker intérieur. Hakeem Davis Gaither, il a passé 4-5 ans à Cincinnati en étant pas plus qu'un joueur de banc, et franchement, un joueur de banc qui rentrait pas beaucoup dans une défense quand même à Cincinnati qui a pas toujours été non plus impériale au niveau du front seven. Enfin, donc bon, s'il réussit pas à percer dans ce contexte, je vois pas beaucoup ce qu'il pourrait apporter vraiment à Arizona. Et Mac Wilson, Mac Wilson, enfin, c'est un joueur moyen, je trouve, un joueur moyen de foot sans lui faire injure et bien sûr tout niveau qu'il a parce qu'il est titulaire en NFL quand même, mais ouais, c'est vraiment une escouade moyenne et c'est d'autant plus pour ça qu'il est important que la ligne défensive progresse pour vraiment limiter finalement l'impact ou limiter les tâches, j'ai envie de dire, que pourrait avoir à faire cette paire de linebackers.
Oui, c'est vrai que cette ligne défensive, elle va pouvoir un petit peu masquer les lacunes et tout comme le troisième rideau de cette défense qui va pouvoir aussi masquer un petit peu les lacunes si on entoure une paire de linebackers avec une bonne ligne défensive et un bon troisième rideau. Bon, c'est vrai C'est que mieux. l'impact est un peu moins fort. À l'inverse, si on demande beaucoup à cette paire de linebackers alors qu'elle est un petit peu faible, ça risque d'être compliqué. Justement, ce troisième rideau, pour le coup, pour moi, là encore, il est plutôt encourageant. Je suis presque à le mettre en point fort parce que il y a un très bon cornerback dans le slot en la personne de Garrett Williams, qui est l'un des meilleurs cornerbacks pardon, dans cette position, hein, dans le slot un petit peu resserré. Il y a Starling Thomas qui a été blessé toute la saison, qui est blessé toute la saison, lui qui avait joué l'an dernier, mais ils ont drafté Will Johnson, tu l'as dit tout à l'heure, donc peut-être que ça va être un jeune qui va venir prendre cette place-là. Et puis j'en ai parlé, il y a Buda Baker qui pour le coup est l'un des meilleurs safety de la ligue, qui est un peu capable de tout faire et donc Hmm. qui élève à lui-même le niveau de ce troisième rideau. Donc pour le coup, c'est peut-être la ligne en laquelle j'ai le plus confiance. En tout cas, le rideau, on parle de safety et des cornerbacks, c'est l'escouade en laquelle j'ai le plus confiance dans l'Arizona, je pense. Je te rejoins, t'as cité les noms. Je trouve même que pour faire la paire avec Buda Baker, je trouve même que Jalen Thompson en strong safety, c'est plus que correct, c'est même voire bon euh, en NFL à l'heure actuelle. Donc pour moi, c'est une paire de safety très solide. Garrett Williams, t'en as parlé. Will Johnson, pas mal d'experts. Alors, on faudra attendre bien sûr, mais beaucoup se demandaient pourquoi il n'avait pas fini au premier tour. Les Cardinals le récupèrent au deuxième, donc c'est potentiellement une bonne pioche. Non, sur le papier, je te rejoins. J'ai plutôt confiance. Et encore une fois, si en plus la ligne défensive progresse, ça va donner encore plus d'espace, on va dire, pour cette arrière-garde défensive et peut-être moins à couvrir moins longtemps les receveurs adverses. Il y a une défense qui peut passer un vrai palier ouais, cette année. Ouais, on a beaucoup parlé de cette défense. On a pris un petit peu la construction à l'envers. D'habitude, on prend point fort, point faible et on range un petit peu ce qu'on a. Là, on a pris voilà, une escouade de la défense et puis on a mis les rideaux un petit peu là où on pensait. On va faire un petit peu la même chose avec l'attaque, tant qu'à faire. Jouons comme ça. Et je vais te proposer Kyler Murray, forcément, le quarterback. Kyler Murray, c'est vrai que il est difficile à classer et j'ai eu Mm. du mal à le faire. Euh, Où est-ce que tu le mets? Est-ce que c'est un point fort de cette équipe? Est-ce que c'est un point faible? Comment on juge Kyler Murray? On le juge difficilement, je te rejoins. C'est quand même un quarterback qui entre dans sa septième année NFL et dont on a toujours des doutes sur le niveau parce qu'il y a des matchs très très bons où il montre tout ce qu'il faut, le bras, la lecture, la mobilité. Et puis il y a beaucoup de matchs où c'est beaucoup plus irrégulier, où il se perd en interception, où il monopolise le ballon et prend des sacs. Je sais pas où on en est, sincèrement, je sais pas trop où on en est de Kyler Murray en septième année. Et quand tu disais en intro que cette troisième année, Gannon, elle est charnière, je trouve qu'elle est aussi charnière pour Kyler Murray parce que après cette année, ça fait, je pense, que ça fait 2, 3 ans, voire peut-être même 3, 4, que Kyler Murray a pas eu un aussi bon effectif autour de lui. S'il n'est pas capable de faire passer cette année, lui aussi en tant que quarterback, en tant que leader, s'il n'est pas capable d'aider cette équipe à passer un palier, après 7 ans, est-ce qu'il faudra pas commencer du côté de l'Arizona à tirer les conclusions et de se dire qu'on n'en obtiendra pas plus? Peut-être. Donc je trouve que pour lui, c'est aussi une vraie année révélatrice. Donc, j'ai envie de te dire à nouveau, un peu comme le pass rush, Factor X. À l'heure actuelle, je suis pas sûr que ce soit un point fort. C'est pas un point faible, j'en suis certain, mais je sais pas si c'est un point fort. Écoute, moi, en regardant les statistiques, et tu l'as dit, c'est déjà la septième saison de Kyler Murray. Pour moi, c'est typiquement le quarterback moyen. Alors, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de dire ça parce que il a des coups d'éclat où on se dit, mais ça, Hmm. c'est un quarterback top 10, top 5, peut-être quand il a des matchs où on le voit. En plus, c'est spectaculaire. Il est pas très grand, mais il va très vite. Donc, et il est capable de faire des passes. Mais sur la durée d'une saison et la durée d'une carrière, pour moi, c'est le quarterback moyen par excellence. Quand on prend ses statistiques l'an dernier, c'est 3851 yards. Il est 11e. Si on prend le passeur rating, c'est 93,5. Il est 16e, pile dans la moyenne. Quand on prend le nombre de touchdowns, c'est 21 touchdowns envoyés. Il est 13e. Alors les statistiques ne disent pas tout. Et je pense que c'est pas le quarterback moyen qu'on imagine parce que il a un haut plancher et en tout cas il a un haut plafond et un plancher bas. Mais quand on fait la moyenne à chaque fois, on se retrouve Hmm. souvent au milieu. Et Hmm. là où je trouve que ça devient compliqué,
c'est que c'est pas un quarterback de deuxième année, c'est pas un quarterback de troisième année où on se dit, ça y est, c'est pas Mm. un CJ Stroud, par exemple, on en a parlé il y a quelques jours. C'est pas un quarterback où on se dit, bon, ça peut progresser, ça fait déjà 7 ans. Et ce que tu viens de dire sur le fait que il faut, c'est une année charnière, j'ai l'impression que ça fait 3 4 ans qu'on l'entend sur Kyler Murray. Ça fait 3 4 ans qu'on entend Peut-être, que ouais, c'est pas faux. c'est l'année où il doit se débloquer. Et le problème, c'est que oui, on a déjà parlé de quarterbacks qui euh, changent leur carrière. On a parlé d'un Baker Mayfield il y a quelques jours. On a parlé d'un Geno Smith qui, dans un nouveau contexte, peut devenir d'un coup progresser. Sam Darnold, par exemple. Mais le problème de Kyler Murray, c'est qu'il n'est pas dans un nouveau contexte. Il a le même coach depuis 2 ans. Mm. Ça va être la troisième année. Il est au même endroit. Alors oui, l'effectif change un petit peu, comme tu l'as dit, mais il a déjà eu des effectifs corrects comme il va l'avoir cette saison. Et c'est vrai que j'ai du mal à l'imaginer passer enfin au bout de 7 ans ce cap-là. Et donc, pour moi, il va rester le quarterback moyen. Et c'est vrai que c'est difficile du coup de le mettre en point faible et en point fort. Mais du coup, j'ai même pas envie de le mettre en facteur X parce que je Ouais, ouais. n'imagine même pas leur flinguer la saison, mais j'imagine même pas devenir un quarterback top 10 quoi. Donc, je vais l'enlever de cette équipe, je vais même pas le ranger. Voilà. Non, mais voilà, c'est ce que j'en pense quand je regardais un petit peu, c'est ce que j'en pense de Kyler Murray. Et pour le coup, c'est un joueur spectaculaire que j'aime bien regarder, mais il est frustrant. Et c'est vraiment pour moi, quand on prend la globalité, c'est le joueur moyen. Mais bon, voilà, pour toi, c'est un facteur X et ça peut exploser. Il peut exploser un petit peu sur le tard. J'ai plus exactement son âge, ça fait cette saison, mais il est arrivé assez tôt en NFL. Donc, bon, on sait que les maturités peuvent être tardives parfois au niveau des quarterbacks et notamment Kyler Murray. On a déjà eu quelques rumeurs, en tout cas quelques discussions compte tenu de sa maturité. Donc ça peut arriver un petit peu plus sur le tard. Parlons justement de cette attaque qui a autour de lui, parce que tu l'as dit, il a un effectif quand même qui est complet, et notamment en attaque, et notamment j'ai envie de me diriger vers le jeu au sol, qui est quand même l'atout majeur de cette équipe qui l'a fait avancer l'an dernier et qui va certainement le faire avancer encore cette année. On parle forcément de James Conner, qui depuis 2 ans est l'un des meilleurs coureurs de la ligue. Lui, pour le Mm. coup, je trouve que c'est peut-être l'un des coureurs les plus sous-cotés, hein, parce que Ouais. quand on cite les 4, 5, 6 meilleurs coureurs, rarement il vient dans la discussion. Et pourtant, je serais prêt à débattre de dire qu'il est dans le top 5 des meilleurs coureurs de la ligue. Mais bon, c'est peut-être pour un autre podcast. Mais en tout cas, c'est un très bon coureur qui est capable d'avancer, qui casse des plaquages. Et c'est pas à le donner à tout le monde au niveau des running backs. Et ça va être vraiment le point fort de cette attaque. C'est le point fort de cette attaque, tu l'as dit, c'est un des meilleurs coureurs de la ligue. Tu parlais de casser des plaquages sur les 2 dernières saisons. C'est le deuxième coureur qui a cassé le plus de plaquages. Il y a que Derrick Henry devant lui. Bon, voilà, c'est quand même ça place un peu la performance du bonhomme. Alors bien sûr, faut aussi quand même féliciter le rôle de sa ligne offensive devant lui qui sur le run pro est quand même de bonne qualité depuis 2 ans et en plus a passé un vrai cap, je trouve, l'an dernier avec Paris Johnson Jr., le left tackle. Enfin voilà, on a vraiment une ligne offensive maintenant solide, en tout cas sur la course. Peut-être la passe, on peut en rediscuter un peu, mais sur la course, on est solide. Mais oui, James Conner est excellent. Il n'y a pas de raison de croire qu'il court moins bien cette saison. Il est au top. Et en plus, j'ai même envie de te dire que pour le coup, dans sa dimension au sol, cette attaque, elle peut aussi bénéficier de Kyler Murray qui a encore des soucis dans les airs, mais qui pour le coup sait être une menace dans le jeu au sol sur certaines actions bien spécifiques, etc. Donc t'as vraiment une équipe qui est effectivement difficile à arrêter au sol et ça va être le point d'ancrage de cette attaque une nouvelle fois. Ouais, tu as parlé de cette ligne offensive, je suis assez d'accord avec toi. Je l'ai même mis dans les points forts aussi parce que c'est pas forcément la meilleure ligne offensive de la ligue, clairement, on n'en est pas là, mais il y a encore quelques questions, il y a encore des progressions qui doivent être faites pour certains joueurs, et James Conner la rend aussi très bonne parce il est très bon, mais je pense que c'est une bonne ligne. Tu l'as dit, Paris Johnson à gauche, il est très performant. On a Jonah Williams qui est bon aussi quand il est pas blessé. Mm. Froholt qui est plutôt pas mal. La question, c'est vraiment sur les gardes, je dirais, avec Brown et Adams qui font que cette ligne est peut-être pas incroyable, mais même dans le jeu, on a parlé du jeu au sol, mais même dans le jeu à la passe, je trouve que c'est Oui. une ligne offensive qui tient le choc. Elle a encaissé peu de pression, hein. C'est la troisième équipe qui a encaissé le moins de pression l'an dernier, la cinquième équipe qui a encaissé le moins de sacs l'an dernier, 30 sacs. Alors c'est vrai que Kyler Murray aide bien aussi parce qu'il est capable de partir de cette poche-là, peut-être un peu trop parfois, mais voilà, je trouve que cette ligne offensive, en tout cas, elle est plutôt solide. Et justement, la transition, elle est toute faite vers le jeu aérien. On parlait du jeu au sol qui est un atout pour toi, le jeu aérien. Qu'est-ce que tu en penses? Au-delà d'un Kyler Murray, forcément, on parle surtout des cibles qu'il y a autour de lui. Il y a un très joli duo, Trey McBride, le tight end, et Marvin Harrison Jr., le receveur qui était rookie l'an dernier, qui a peut-être pas explosé au point que certains auraient voulu ou attendaient, mais qui, je trouve, sort quand même d'une saison rookie intéressante.
Donc c'est quand même un duo costaud sur lequel se baser pour le jeu aérien. Moi, je reste un peu embêté parce que je trouve qu'il n'y a pas de receveur numéro 2 et je sais qu'on a eu la discussion sur les Raiders où pour toi, tight end 1 très fort, style Brock Bowers, Trey McBride, plus un autre receveur à côté, tu retrouves un peu ce duo. J'entends, moi c'est vrai que j'aime bien quand même qu'il y a un receveur 2, un vrai receveur 2 sur l'extérieur du terrain, ou alors un receveur 2 qui peut aussi prendre le slot. Je suis un peu plus dubitatif là-dessus du côté des Cardinals, donc je dirais qu'il y a deux très très bons éléments dans le jeu aérien. Et faut vraiment pas qu'un des deux ait un petit souci de santé, parce que sinon ça devient quand même très unidimensionnel. Là où je suis d'accord avec toi, et c'est vrai qu'on a eu ce débat sur tight end 1 égale receveur 1, entre guillemets, mais je trouve que dans cette équipe-là, il n'y a même pas en fait de receveur 3. Si je suis ma logique, et il y a le Hmm. receveur 3, bah, ce serait un Zay Jones qui a pas forcément convaincu, Michael Wilson aussi. Donc je trouve que je suis d'accord avec toi. Au-delà de ces deux joueurs-là, Trey McBride et Marvin Harrison, c'est vrai que la profondeur de cet effectif, et je trouve que c'est un peu la globalité aussi, il manque un petit peu de Ouais, profondeur parce que James Conner, par oui. exemple, on en a parlé. Il est très bon, mais derrière, s'il se blesse, et on sait que les running backs sont assujettis aux blessures, bah c'est difficile. Alors, bien entendu, c'est dur d'avoir une équipe avec des titulaires très bons, des remplaçants très bons. C'est compliqué, mais quand on regarde l'effectif, j'ai l'impression qu'il manque de profondeur. Et j'aimerais juste m'arrêter sur Marvin Harrison. Pour moi, c'était le facteur X, avant de parler du calendrier, parce que, comme tu l'as dit, il fait une saison rookie quand même correcte. Il a fait 885 yards, 8 touchdowns. Le problème, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de hype quand il est arrivé. Il a été drafté très haut. Hmm. Il a souffert aussi des comparaisons avec Malik Neighbors, qui a été drafté la même année que lui, avec Brian Thomas Jr. Aux Jaguars, qui a été drafté la même année que lui. Donc c'est vrai que il souffre de ces comparaisons-là, et surtout, il peut s'améliorer parce que il sait tout faire, ce joueur-là, normalement. En tout cas, il est censé être capable de tout faire. En fait, là où c'est un facteur X pour moi, c'est que, je l'ai dit, je reste sur ma ligne de conduite. Kyler Murray ne va pas faire progresser son escouade de receveurs comme peuvent le faire les très grands quarterbacks. Et du coup, ça va être l'inverse. C'est les grands receveurs qui vont devoir faire progresser le quarterback pour moi. Et Marvin Harrison est censé être ce grand receveur qui doit faire progresser son quarterback. Il ne doit pas attendre du quarterback. Et on le sait que la connexion, elle est un peu fritée parfois. La ligne, elle est un peu fritée entre les deux. Il ne doit pas attendre de son quarterback de le faire briller. C'est presque lui qui doit faire briller le quarterback. Bon, c'est un peu capillotracté, mais Hmm. vous aurez compris, pour moi, c'est le facteur X, c'est le joueur qui peut rendre cette attaque vraiment très bonne, là où pour l'instant, elle est correcte. Et je le disais, on Tu- va parler du. Ouais, vas-y, parle de Non, ça. non, mais t'as raison. Je trouve que c'est un bon point. S'il atteint la hype qu'il est censé avoir et que c'est un receveur numéro un capable d'être quasiment inarrêtable et de faire une saison à 1006, 1007 yards à la Jamar Chase ou à la Justin Jefferson, si dilemme, bah oui, ça tout de suite ça aide Kyler Murray, ça ouvre le cahier de jeu parce que t'as presque envie de dire que sur certaines situations où la lecture est compliquée, boum, tu lui envoies la balle 50-50 et il fait son taf. Donc oui, oui, je te rejoins, ça peut donner encore plus d'épaisseur au jeu aérien. Ouais. On termine avec le calendrier des Cardinals et notre pronostic. Les Cardinals qui vont commencer la saison à New Orleans pour affronter les Saints. Ils vont ensuite recevoir les Panthers, se déplacer à San Francisco, recevoir les Seahawks et les Titans, se déplacer à Indianapolis pour affronter les Colts, recevoir les Packers juste avant une semaine de repos. Et puis ensuite, ils vont faire deux déplacements à Dallas et à Seattle, recevoir les 49ers et les Jaguars, se déplacer pour affronter les Buccaneers, recevoir les Rams, se déplacer à Houston pour affronter les Texans, recevoir les Falcons et terminer avec deux déplacements à Cincinnati face aux Bengals et à Los Angeles pour affronter les Rams. C'est pas cadeau pour terminer. Le pronostic pour toi, Raph, sur cette saison des Cardinals? Ah, je suis parti sur une légère progression, mais sans doute pas celle espérée par Gannon et son staff. Je suis parti sur 9 victoires. Ouais, pareil, pareil. Je les vois être mieux que l'an dernier, mais je les vois pas forcément être assez bons pour se qualifier en playoff. Et donc, c'est vraiment ce que je disais au début, c'est voilà, passer au-dessus des 50%, le petit match qui fait que on transforme une défaite en victoire. Mais je les vois, comme tu dis, pas forcément avoir un step-up énorme. Hmm. 9 victoires, 8 défaites, on valide ça pour Allez. les Cardinals. Et c'est ainsi que se termine cette pastille. Vous avez l'habitude désormais, je le dis tous les jours, mais je vais continuer de le répéter. Il y a la preview écrite. Aujourd'hui, c'est Cyprien Delmas, je crois, qui écrit la preview des Cardinals. Voilà, vous pouvez la lire avec un point de vue d'un autre rédacteur, avec probablement un autre facteur X, avec d'autres analyses. Et ça complète bien avec le podcast. Et nous, Raph, demain, on va parler des Texans, justement. J'en parlais, c'est drôle parce que tout à l'heure, on a parlé de CJ Stroud, mais en fait, non.
non, on va parler de Gilles Storm. Mais on va peut-être parler de la potentielle. Retour vers le futur. Exactement, exactement. Bah, écoutez, on prépare tout un peu, tout est un peu fouillis. Je ne sais même pas quel jour on est, mais demain, ça c'est sûr. En tout cas, dans 5 minutes, on parle des Texans. Voilà, restez bien connectés sur le site, sur les réseaux sociaux, vous en avez l'habitude. Et puis on se retrouve demain. Ciao, ciao. This is not a drill. You can get the new iPhone 16e with Apple Intelligence for just $49.99 when you switch to Boost Mobile. Wait, that's the actual fire alarm. We need to go. Visit your nearest Boost Mobile store for full offer details. Apple Intelligence requires iOS 18.1 or later. Restrictions apply. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details.